Salut, c'est Kaizo. Aujourd'hui on va parler de la reverb. C'est un effet qui permet de prendre un signal et de le mettre dans un espace, dans une pièce en quelque sorte. Les enceintes et les instruments diffusent leur son de manière plus ou moins cardioïde. Certaines enceintes diffusent de façon 360. Bon, eh bien imaginons que l'on parle d'une enceinte classique, donc avec une diffusion cardioïde, qui diffuse dans une pièce. Le son arrivera de l'enceinte à vos oreilles par plein de chemins possibles. Ça s'appellera la diffusion. Et aussi indirectement en rebondissant sur les murs ou sur les objets. On appellera ça la réflexion. Pour reproduire cet effet de rebond, l'effet de reverb utilise en fait tout un tas de délais. Ces délais auront pour rôle d'interpréter le son d'une réflexion contre un objet ou une surface. Plus le son est répercuté sur une surface ou un objet loin de nous, plus il met de temps à revenir à nos oreilles. La diffusion et la réflexion sont des réglages très importants à comprendre dans la reverb. Pour bien comprendre, je vais dupliquer la piste, mettre la première à 100% wet, et la deuxième je vais faire l'inverse et mettre 100% en dry. Je vais aplatir les pistes, donc on gèle et on écrase la piste, hop, je gèle et j'écrase la piste. Donc sur la première, on a tout simplement la reverb. Et sur la deuxième, on a le dry signal. Si je mets les deux ensemble, on aura le dry signal et sa reverb. Si on regarde sur une vision linéaire, on a ici sur notre deuxième piste l'impulsion. C'est notre source de son. Sur la première piste en haut, on va retrouver donc notre première réflexion ici et ensuite notre seconde réflexion qui est appelée le late reflection. Pour revenir à la reverb, je vais replacer une reverb sur la deuxième piste qui n'a pas été effectée pour le coup et on va décomposer cet effet. Ici, on a le input processing. C'est deux filtres qui permettent d'atténuer certaines fréquences. En fait, lui, il est là parce qu'Ableton a compris que le filtre est très important pour donner de la couleur à certains sons et que dans la majorité des cas, on utilise un filtre avant une reverb tout simplement parce qu'on applique que très rarement ou même pas du tout de la reverb sur des fréquences basses. Donc pour certains samples, il est essentiel de couper ou d'atténuer ces fréquences basses. On voit aussi qu'on a un passe-bas pour couper les fréquences hautes. Ça permet d'éviter l'accumulation des fréquences hautes et donc de sculpter un peu plus notre son avant d'entrer dans la reverb. Parce que oui, ici dans le input processing, on n'est pas encore dans la reverb. Pour l'instant, on va se passer de ces filtres, on n'est pas dans une configuration où on a besoin de couper des fréquences vu qu'on n'a qu'un seul sample. Ensuite, je voudrais parler directement du dry wet qui arrive à la fin de la reverb. Il faudra voir ce réglage différemment par rapport à d'habitude. Ici, ce bouton permet de déterminer en quelque sorte la position du micro par rapport à la source du signal. C'est pour ça que j'en parle en premier. En gros, plus on est proche du dry, plus on approche le micro de la snare et donc plus on capte le son de cette snare. Alors que, inversement, si on augmente vers le wet, plus on s'éloigne de la snare et donc plus on capte le son de la pièce plutôt que le son de la snare. Ensuite on revient au début de la reverb et on commence par le pré-délai. Lui va décider du temps que l'impulsion sonore va mettre à rentrer dans la reverb. Ça va nous permettre de rendre la reverb plus ou moins naturelle. On va entendre tout de suite ce que ça donne si je le mets à fond. On entend l'impulsion puis la reverb, ça nous permet d'obtenir un effet d'écho plus ou moins proche. Ensuite, si on avance de gauche à droite, on a le early reflection. Ici, on va décider de la forme de notre early reflection, donc de notre première réflexion qu'on a vue ici. Donc, de cette forme-ci. On peut lui donner la forme que l'on veut grâce à ça. Le bouton spin nous permet d'activer ou de désactiver ce réglage. Et ensuite, on a le potard shape qui lui nous permet de gérer la proéminence de la première réflexion et de gérer aussi leur décalage avec la diffusion. Plus la valeur est basse, plus la réflexion décline progressivement et inversement, plus la valeur est haute, plus la réflexion décline rapidement. Et on retrouve un réglage XY dans la fenêtre principale de l'early reflection. Il faut voir ce réglage XY comme un réglage de filtre avec de gauche à droite les fréquences et de haut en bas l'amplitude. Ensuite on a la portion de réglage global. Ici on va retrouver les réglages de qualité. Donc Echo, Medium et High. Ça va jouer sur la consommation de CPU que l'on peut se permettre en fonction de notre matos. Donc attention à ce réglage. Mais ça va pas jouer que là-dessus. Si on utilise une reverb longue par exemple, il sera plus intéressant de mettre la qualité en High parce qu'elle sera plus réaliste et plus propre. Et tout ce qu'on veut ce sont des sons propres. C'est plus intéressant à travailler. Donc forcément avec un decay long, on veut une belle reverb propre
donc on met la quality en high. Comme d'habitude, il n'y a pas de règle, vous faites ce que vous voulez et surtout vous faites en fonction de votre matos. Sides, sans grande surprise, ça gère la taille de la pièce. On peut passer d'un couloir très étroit à une grande pièce, voire même un stade. C'est un réglage très important. Maintenant, on va voir le réglage stéréo. Pour définir ce réglage, on va voir un truc intéressant. Pour qu'un son soit stéréo, il faut qu'il y ait une différence entre le gauche et le droite. Par exemple, on a un son qui a deux waveforms. Ici, notre snare. Ce son, même s'il a deux waveforms, peut potentiellement être en mono. En fait, il faut voir ça comme si on enregistrait un son avec un micro sur une piste stéréo. Eh bien, même si cette piste stéréo est jouée sur deux enceintes différentes, il sera quand même en mono parce que le côté droit et le côté gauche seront identiques. Par contre, si on utilise deux micros que l'on place de chaque côté de la snare à des distances différentes pour qu'ils correspondent au côté gauche et au côté droit de la piste stéréo, alors le son sera stéréo parce qu'il y aura plein de petites différences entre les deux côtés. Même si c'est la même référence de micro qui enregistre le même son, ils ne seront pas exactement au même endroit, donc ne recevront pas le son exactement de la même manière. On peut le voir ici si je zoome sur la forme de la snare et que je regarde par exemple la waveform, on voit tout de suite que là, sous mon trait, on voit clairement qu'il y a une différence. On voit bien que la forme ici descend alors qu'elle monte ici. On a une bosse ici qui n'est absolument pas identique à là. Donc cette snare, par défaut, est en stéréo. Si par contre je charge un sample de kick, hop, là, et que je regarde à l'intérieur et que je zoome comme je viens de le faire, ici on voit sur la waveform qu'il n'y a absolument aucune différence. Même si là dans les petits détails par exemple, on voit qu'il est identique. Donc notre bouton stéréo ici revient exactement à ça. Donc quand il est à 0, comme ceci, on est donc sur une reverb en mono. Bien entendu, plus on augmente, plus on crée de différences entre les canaux droite et gauche. Et c'est très utile pour permettre à un son d'avoir une position plus intéressante dans l'image stéréo, ou même donner plus de réalisme à la pièce. On a ensuite ici la portion de réglage Diffusion Network. Ici, on va retrouver un élément qui va nous permettre de contrôler la trame de réflexion grâce à deux filtres en plateau, un haut et un bas. Ils vont nous servir à sculpter notre reverb. Par défaut, on voit que les fréquences hautes sont réduites car pour être plus réaliste, c'est ce qu'il faut faire. Parce que quand on prend un exemple comme des voisins bruyants, par exemple, qui ont de la musique forte, on entend les basses de la musique, la grosse caisse, etc. Pas le reste de la musique. Ça, c'est parce que les fréquences basses voyagent plus loin et à travers plus de matière que les fréquences hautes, même du béton par exemple, alors que les aigus sont retenus dans la pièce. Eh bien, c'est à ça que ça sert le Diffusion Network. Il va permettre de régler l'acoustique de notre pièce et établir si nos aigus sont absorbés ou pas dans la pièce. Comme si on décidait d'ajouter des étagères, un canapé dans cette pièce ou d'autres objets, peu importe. L'intérêt, c'est de modifier la réflexion et l'absorption du son par l'environnement de la pièce. Le decay time sert à contrôler le temps que prendra la traîne du son du Diffusion Network à disparaître. Donc le temps que la reverb met à disparaître, le fade out de la reverb. On voit qu'on a beaucoup de réglages possibles grâce au Diffusion Network, grâce au size, grâce au decay time. On peut obtenir des sons de reverb assez surnaturels en fait qui peuvent être assez cool. On a trois boutons ici, le freeze, flat et cut. Le freeze permet de geler le decay et de le rendre infini. Ça, on va s'en servir plus avec une automation et plus rarement. On a le bouton cut qui nous permet de ne pas accumuler plusieurs sons d'entrée quand on freeze la reverb. C'est un effet un peu spécial, je suis pas sûr que vous en ayez besoin très souvent. Le flat lui va nous permettre de désactiver les filtres quand on freeze. On a un réglage ici très intéressant, c'est le chorus. Il va moduler le signal gauche et le signal droit pour les rendre différents tout en restant relatifs à notre gamme. En gros, ça va modifier le pitch pour donner un effet de chœur comme si on avait différentes notes jouées par les différentes reverbs. On va retrouver ça souvent sur des tracks de chant où la voix est repiquée à droite et gauche et pitchée plus haut et plus bas pour donner un effet de chœur ou de chorus. Ça permet de donner un effet plus stéréo encore au son. On peut gérer le ratio de modulation dans une échelle de fréquence de droite à gauche et d'amplitude de haut en bas comme un filtre. La density et le scale marchent ensemble. La densité va gérer en quelque sorte l'écho. Si je le mets en bas ici, on aura plus de tenue dans l'écho, alors que si je le mets à fond, le son est plus dense. Il va permettre au decay time de rebondir un peu plus. C'est assez subtil et pourtant dans un mix ça peut tout changer.
scale nous permet de contrôler la clarté de ce son. Plus on a une scale élevée, plus le son sera sombre. Pour expliquer scale, il va me falloir une métaphore. Imaginons que l'on jette plusieurs cailloux dans une mare. Ces cailloux vont former des ondes, et quand ces différentes ondes vont se rencontrer, elles interféreront ensemble pour former ensuite plus qu'une seule grande onde. Le réglage scale fonctionne comme ça, les premières ondes qui rentreront en interférence et seront absorbées seront les aigus, alors que les dernières, et donc celles qui résideront en majorité, seront les fréquences basses et les médiums basses. C'est pour ça que plus la valeur est haute, plus le son nous paraît sombre, parce que les fréquences basses seront plus nombreuses. L'intérêt donc de la reverb peut être de créer un son particulier avec un effet spécial plutôt cool, mais son utilité première reste de donner de la profondeur à un mix. C'est pour ça que dans Live, on a un bus d'effet de reverb par défaut dans notre session. C'est pour donner cet effet acoustique de pièce à un morceau. Aussi, il est important si on utilise différentes reverbs de rester régulier dans le decay time, surtout si on a besoin qu'elle soit réaliste, qu'elle donne l'impression que les différents éléments sont dans la même pièce. Parce que parfois, vous verrez, vous utiliserez une reverb plutôt dark sur un drum et beaucoup plus claire sur une voix. Eh bien, il faut penser à cette constante, cette relation entre les reverbs. Si elles sont trop différentes, ça donnera un effet de rupture entre les deux éléments et on aura le sentiment qu'ils ne sont pas dans le même mix ou qu'ils ne vont pas spécialement ensemble. Une bonne reverb bien maîtrisée peut tout changer dans un morceau, mais comme tout, ça prend du temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pas voulu faire trop d'exemples, j'ai vraiment voulu rester dans l'explication et pas partir trop dans tous les sens, dans plein de démonstrations différentes, parce que plein de choses sont possibles avec la reverb et j'ai vraiment envie de vous laisser le découvrir par vous-même, c'est la meilleure façon d'apprendre les choses. Pensez à vous abonner à la chaîne pour pas rater la suite, ajouter un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt, c'était Kaizo, tchuss.